Non, oui, mais c'est bon, parce que maintenant, ça va être la vidéo, tout ça. Ah oui, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est pas con. Non, il n'y a pas de problème. En principe, c'est... Il faut juste appuyer sur OK. Oui, je vais le faire ici, mais je vais laisser d'abord Ariane qui parle. Tu es là, c'est bien, notre gardienne. Bien, nous allons redémarrer la session. Et donc, c'est avec un très grand plaisir et une très grande joie que je vais accueillir nos deux orateurs suivants. D'abord, Freddy Joris, qui est un ancien de la maison et qui est historien diplômé de l'Université de Liège. Il a travaillé comme chercheur successivement au Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, à Vie ouvrière et à Mémoire ouvrière, avant d'entrer à l'Institut Émile van der Velde comme collaborateur de Guy Spitals en 85, Guy Spitals étant un ancien ministre d'État. Chef de cabinet du ministre régional wallon Robert Collignon en 92, il a été aussi l'éphémère directeur général du TEC, c'est-à-dire la Société de transport en commun Liège-Verviers. Il a dirigé surtout, en ce qui nous concerne évidemment, l'Institut du patrimoine wallon, qui englobait le centre de formation de la Pédieu, à partir de sa création donc en 1999 jusqu'à la disparition de l'Institut du patrimoine wallon, qui a été fusionné au sein de l'AWAP, au sein de l'Agence wallonne du patrimoine. Parallèlement ou dans le cadre de ses activités professionnelles, il s'est efforcé de poursuivre un travail d'historien qui a abouti à la publication d'une trentaine de titres dans les domaines de l'histoire sociale et politique ou du patrimoine verviétois et wallon. Il préside depuis 2002 le comité scientifique d'histoire de Verviers et le fonds Summa Villa de la Fondation Roi-Baudouin, propriétaire des murs du futur musée Biolay. Il est administrateur, enfin, de l'association Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles et membre du comité de gestion du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier belge. Patrick Hofsummer est également très lié à notre histoire institutionnelle. Il est docteur en histoire de l'art et archéologie de l'Université de Liège. Ses spécialités sont l'archéologie médiévale, l'archéologie du bâti, la dendrochronologie et l'histoire de la construction en bois. Il s'est notamment, je le mentionne pour nos invités orateurs français, de Notre-Dame à Paris. Ses recherches en cours couvrent l'histoire des charpentes du Grand Est de la France, en collaboration avec la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Paris et le centre d'études médiévales d'Auxerre, et l'histoire des charpentes à Bruxelles, avec la direction des monuments et sites de la région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Urban, et le CREA Patrimoine de l'Université libre de Bruxelles et l'IRPA, l'Institut royal du patrimoine artistique, qui dépend du fédéral. Il est l'ancien président du Master interuniversitaire spécialisé en conservation du patrimoine culturel immobilier et dont le centre de la Pédieu est l'Ensemblier, qui réunit donc les 5 universités francophones et une haute école. Il a été guest professeur au centre Raymond Lemaire pour la conservation à la Catholic Universiteit Leuven, de 98 à 2019. Il est membre, enfin, du comité scientifique de l'histoire de Verviers. Et comme c'est une séance dédiée à Verviers, il préfigure quelque part notre journée d'études de mars 2024 qui sera consacrée aux machines, puisqu'il va nous parler de ces magnifiques machines de transport. Alors, on va tout lancer la vidéo. On va la vidéo. D'accord, mais...
Voilà. Je te laisse faire. On va passer au machin. Voilà, et la télécommande. Ah, merci, il y a la technique qui a fonctionné. Voilà. C'est parfait. Le bouton de droite, c'est pour faciliter. Le bouton de droite. Voilà, j'ai demandé qu'on démarre par cette vidéo, pas pour vous rappeler la belle époque des masques, mais pour montrer ce que donne un peu le solvant. Une partie du site du solvant aujourd'hui, c'est la salle des machines, après leur restauration grâce à des interventions financières de Madame Debue. Et Patrick évoquera, lui, d'autres machines, hein, les trams, qui sont restaurées grâce à une intervention financière de Pierre-Yves Géolet. Donc on cherche partout. Je vais évoquer un bâtiment non classé, un site de patrimoine industriel, comme vous allez le voir tantôt. Alors on m'a dit le bouton de droite. Ah ben c'est ça. Donc je préside depuis 2002 un comité scientifique qui n'est pas toujours scientifique, d'histoire verviétoise, et ça m'a amené, en même temps que ma casquette de patron de l'IPOE, à assumer avec plusieurs personnes la responsabilité de la création et puis des développements de ce que nous appelons un peu pompeusement, mais c'est pour attirer, le pôle d'archéologie industrielle du Solvant. Alors, il y a des contrastes énormes avec Arles, bien qu'il y ait aussi entre Verviers et Arles des points communs. Nos deux villes sont jumelées. Arles est une des villes les plus pauvres de France. Je crois que Verviers doit être la ville la plus pauvre de Wallonie. Vous cumulez à Arles des chiffres énormes en matière de chômage. Nous, on bat tous les records en Wallonie. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, on a les mêmes difficultés. Par contre, dans le cas du pôle d'archéologie industrielle du Solvant, et là, c'est la grande différence, il s'est construit de manière pragmatique en sautant à chaque fois sur des occasions. Donc, il n'y a eu aucune réflexion en amont. Et la réflexion, elle va peut-être commencer maintenant que nous savons qu'il est devenu irréversible, ce pôle, qui a été plusieurs fois menacé. Donc, pas de réflexion en amont et pas d'argent non plus. Mais alors, pas du tout. On est très très loin de Franck Gehry, de la Tour, etc. Nous avons mis 20 ans à obtenir l'eau courante et 2 WC. Avant, je devais téléphoner au cabinet ministériel pour dire que Madame la ministre sache que si elle vient à la toilette ou au solvant, il faut prendre un seau, comme nos bénévoles le faisaient chaque fois. L'électricité, c'est du bricolage honteux, jamais... Enfin bon, il ne faudrait pas que Vincent passe, quoi. Alors, je vous explique comment ce projet s'est créé. Au départ, il y a un projet de création d'un musée du textile à Verviers. On est en 1965, au moment où la crise du textile bat son plein. Donc, c'est la perte de 20 000 emplois en une quinzaine d'années, sans le moindre mouvement social, en raison d'une paix sociale signé avec les patronats et syndicats en 1946. Suite à cet appel, pendant une trentaine d'années, des entreprises et des particuliers ont offert des centaines d'objets, des milliers d'objets, ont été offerts durant 30 ans. Et là-dedans, pour prendre place donc, dans ce futur musée de la laine, il y avait quelque chose comme 80 machines du 19e et du 20e siècle, donc machines textiles de tout genre. Malheureusement, le projet ne faisait pas toujours l'unanimité, malgré qu'en 1976, la ville ait acheté une des plus importantes anciennes usines textiles qui n'avait pas été détruite, celle-là, l'usine Bétonville, qui devait devenir le musée national de la laine. Voilà, après 17 ans, ou depuis 17 ans, le musée national ne va-t-il pas être tué dans l'œuf ? Au niveau communal, beaucoup se posaient la question de l'intérêt d'un musée supplémentaire à Verviers. Et 40 ans après, on en est toujours à ce niveau-là, intellectuellement. Je veux dire, au niveau des décideurs politiques, on se pose toujours la question, est-ce que tout ça est bien utile? Sauf pour le solvant. Le solvant, pour le moment, est devenu l'attraction qui plaît.
Donc en 82, il a même été question de détruire une partie des collections, alors que le bâtiment de l'usine Bétonville venait d'être restauré. Et quand, 10 ans après, en 92, le projet est ressorti des limbes, il n'est pas ressorti tout seul, hein. Robert Collignon, mon ministre, avait la responsabilité du patrimoine et du tourisme, ça a aidé assez bien. La ville s'est rendue compte que l'usine classée et restaurée, mais vide, classée et restaurée avec l'aide de la région wallonne, il n'y avait plus d'argent à la communauté française pour installer le musée dedans. Alors, avec les crédits régionaux du tourisme, on a installé un centre touristique de la laine et de la mode, mais on était très loin du projet initial. Voilà trois machines parmi les dizaines et les dizaines disponibles, 3 machines qui ont été installées dans ce centre touristique. Mais les vrais amateurs d'archéologie industrielle écrivaient à l'époque, c'était Claude Gaillère, qu'il y avait un goût de trop peu, puisqu'il y avait une dizaine de machines seulement qui étaient exposées et une dizaine d'autres qui se trouvaient en ville, uniformément repeintes en vert pour faire un parcours « Je file en ville ». C'était le titre du parcours. Et du coup, des dizaines de machines restaient entreposées dans des entrepôts. Ça, ce n'est pas celles qui étaient entreposées. Elles sont en bon état. Elles étaient dans une école textile. Donc, des dizaines de machines étaient entreposées. Et nous avons appris en 2002 que les services des travaux considéraient que puisque le musée, le centre touristique avait ouvert, tout ce qui n'avait pas trouvé place pouvait être envoyé à la casse. Nous avons appris aussi au même moment que l'Institut supérieur d'ingénieurs textiles, qui formait des ingénieurs textiles depuis un siècle et qui fermait ses portes, s'apprêtait à vendre toutes ces machines au prix de la ferraille. On a alerté le bourgmestre, ça tombait bien, c'était un historien. Il a pris les choses en main avec nous et on a contacté la firme Tretex, qui aujourd'hui fonctionne toujours, c'est le dernier lavoir de laine en Europe occidentale, qui traite notamment le Cachemire. Et ils ont quelques soucis depuis que leur filiale en Afghanistan est aux mains des talibans, donc ils ont de gros soucis même financiers. On les a contactés pour voir s'il n'y avait pas une possibilité d'installer quelque chose dans leur ancienne usine du solvant, qui est à 100 mètres de là, qui était une usine désaffectée. Donc j'y arrive. Cette ancienne usine, vous voyez, c'est la partie à gauche. Je viens de vérifier avec Vanessa Mormino, ça fait 22 000 mètres carrés, tout ce machin-là. Et nous avons obtenu la location du premier étage du bâtiment qui est à Rue. L'usine, c'était une usine de dégraissage de laine. Voilà, le bâtiment. Donc elle avait été créée tout à la fin du XIXe siècle. Oui, je ne me trompe pas, tout à la fin du XIXe siècle, en 1900. Et c'était une révolution technologique pour l'époque. On allait dégraisser la laine, non pas en la plongeant dans de l'eau avec des savons, comme on le faisait traditionnellement, et avant ça, on la plongeait dans de l'eau avec de l'urine. On allait injecter du naphte dans des cuves hermétiques dans lesquelles la laine était enfermée. L'usine donc comprenait à ses débuts les bâtiments en rose et en brun. Au total, vous voyez, il y en a 3. À Rue, il y a un long édifice de 2 niveaux de stockage et de triage des laines, à gauche, et à droite, ce sont les bureaux, donc de part et d'autre de l'entrée principale. Juste derrière se trouve un deuxième bâtiment, nettement plus petit. Autant le premier, on peut dire qu'il a encore une certaine cogne architecturale. Ici, c'est vraiment un emballage de pierre autour d'un trésor. Ce sont les machines à vapeur qui sont toujours là. Et enfin, juste à droite de ce bâtiment, se trouve encore la cheminée, les chaudières et la forge. Alors, le petit miracle d'archéologie industrielle, si on peut dire, c'est que lorsque l'entreprise dite du solvant belge s'est déplacée d'une centaine de mètres, un des directeurs, qui est le vice-président jusqu'il y a peu du comité scientifique, le prochain sera Patrick Hofsumer, que nous élirons le 31 octobre, de manière démocratique. C'est le seul candidat, c'est pour ça que... voilà, jusqu'à présent. Mais le petit miracle, c'est qu'un des actionnaires
et dirigeant du Solvant belge, s'est opposé à la destruction des anciens bâtiments et notamment de toutes les anciennes machines à vapeur, alors qu'ils perdaient de l'argent en conservant ça. Alors, il y a donc tout juste 20 ans, en 2003, nous avons eu la location du premier étage, location payée par la ville, et on sait, quand je dis on, c'est ce comité scientifique, hein, je ne parle pas de moi en disant nous, on s'est chargé de déménager toutes les machines de la ville, donc 80 machines, de déménager toutes les machines de l'Institut d'ingénieurs textiles. Là, on arrive du coup à une centaine. Puis, on a encore obtenu de la communauté française, cette fois-ci, l'achat d'une trentaine de métiers à tisser d'un collectionneur dans le pays de Herve. Bref, petit à petit, 100 à 150 machines de toutes tailles et de toutes époques sont regroupées dans cette réserve. Elles sont toutes arrivées démontées, en mauvais état, et elles ont été remontées petit à petit. Voilà quelques exemples. Les deux au-dessus, ce sont des machines, en principe, dit la légende, construites par William Cockerill père, hein, puisque les Cockerill se sont d'abord installés à Verviers avant d'ouvrir la sidérurgie à Seraing en 1817. Alors, on a également sauvé des machines qui se trouvaient sur le site du Solvant. Il faut s'imaginer, chaque fois, tout ça a été déménagé par une dizaine de types, moyenne d'âge 65-70 ans. Notre doyen des bénévoles en a 96. Et vous pouvez trouver tout ça sur un site web qui explique comment se passe, comment fonctionne cette réserve visitable. Nous n'avons jamais voulu parler de musée, puisque nous ne répondons à aucune contrainte. Nous sommes dans l'incapacité, on ne pouvait pas dire à musée, alors que l'escalier pour atteindre le premier étage, il est raide comme ça. Il est exclu d'imaginer un ascenseur, le bâtiment ne tiendrait pas. L'électricité, je l'ai dit, c'est du bricolage dans tous les coins. Et il n'y avait pas tout essayé jusqu'à... Voilà. Donc, réserve visitable sur demande. Voici les bénévoles du Solvant. On a constitué ce groupe en 2005 en faisant une première ouverture au public et en appelant des anciens du textile. Et ils ont remonté petit à petit le tout. Vous voyez, notre doyen, il est à gauche. Et vous constatez que le groupe, il évolue. Les gens meurent à un moment et c'est plus difficile de recruter des jeunes. Nous avons fait une dizaine d'ouvertures au public depuis 2003. Au début, c'était assez espacé. Oui, il n'y a pas de chauffage, hein, évidemment, aussi. C'était assez espacé. Voilà une des rares machines qui fonctionne. On en a 3 qui fonctionnent. Et le type qui travaille dessus est un de nos bénévoles qui travaillait dessus, qui a fait toute sa carrière sur cette machine-là. Et récemment, il y a 2 mois, on a fait le choix, à l'occasion de nos journées portes ouvertes, qu'on a étalées sur 2 week-ends, d'intégrer des manifestations artistiques, un ballet dans la salle des cuves, une prestation musicale, et j'oublie la 3e, mais c'est peut-être un des tournants qu'on va essayer d'avoir, c'est-à-dire d'amener de l'art, des expositions, etc., pour amener un autre public. Ça a bien marché. Les 80% de nos 800 visiteurs, c'est toujours ce qu'on a, n'étaient jamais venus. Alors, voilà, ça, ce sont les leaders du groupe quand ils ont été photographiés par Métamorphosis, une ASBL éphémère, mais qui était spécialisée dans la collecte d'argent public. Enfin, là, on a eu un petit retour, c'est juste, hein. Voilà, je vois que ça fait sourire. Et puis, ils changent de nom en fonction de ce qu'ils doivent trouver. On a eu beaucoup de photographes, et au début, évidemment, beaucoup de vandales. C'est moins le cas depuis que c'est sécurisé, et donc maintenant, on a plutôt des photographes qui viennent sur demande, c'est à nouveau des clichés de qualité comme ça. Ça, c'est Métamorphosis. Il faut reconnaître qu'ils avaient fait des choses pas mal avec les machines. Ça a été exposé à Bruxelles. Ça, c'est aussi le genre de photos qu'on a. On ne surveille pas toujours, hein. C'est la mode, et parfois, enfin, on ne sait pas. On les fait venir quand les bénévoles ne sont pas là. Voilà. Alors, fin 2017, on a sorti un catalogue. C'est un des tout derniers ouvrages qui est sorti dans
le cadre des collections de l'IPW, avant que le ministre Prévost ne trouve judicieux de supprimer l'Institut du patrimoine. Et fin 2017, ça n'a pas été le seul tournant. On a obtenu aussi le rachat de la partie du bâtiment dans laquelle on se trouvait. Pourquoi le rachat? Parce que le bâtiment était en vente, donc Trétex, qui avait besoin d'argent, une usine textile qui fonctionne à Verviers a tout le temps besoin d'argent, Trétex vendait le bâtiment et, comme je le disais tout à l'heure, les élus communaux trouvaient, après tout, cette collection donc, sur laquelle nos bénévoles travaillaient depuis 11 ans, après tout, c'est quand même qu'un amas de ferraille, on pourrait l'envoyer à la casse, ou la déménager de l'autre côté de la Vesdre, autant dire, ça allait coûter une fortune. Donc on a mobilisé ce qu'il fallait et nous avons obtenu ceci. La ville a racheté le premier étage où se trouvent ses collections de machines textiles. La région a racheté le rez-de-chaussée parce qu'elle avait besoin de mètres carrés pour une collection de machines d'imprimerie. Et comme je gérais tout le dossier, j'en ai profité pour avoir pour un euro symbolique le bâtiment à l'arrière qui contient les machines à vapeur dont personne ne voulait. Donc un euro symbolique, on l'a pris. Et malheureusement, quand j'ai demandé qu'on rachète le bâtiment à droite où se trouvent les chaudières et la cheminée, il en a trouvé que c'était trop cher. Je suppose que c'était passé à 2 euros. Hein? Bon, voilà, fallait pas traîner, on a pris ce qu'on a pu. Donc ça, pour le moment, est toujours propriété privée, mais c'est en train de changer, il y a quand même du positif. Alors, je vais passer maintenant à l'autre aspect. Donc on a d'un côté, au premier étage, 100-150 machines textiles. On a l'autre trésor de patrimoine industriel, c'est par là que j'avais démarré, c'est la salle des machines. Et cette salle des machines contient 6 machines à vapeur, ainsi qu'une petite machine à eau, toute mignonne, qu'on a retrouvée dans les caves et restaurée. 6 machines à vapeur. Toutes ces machines viennent des États-Unis. Toute la technologie de l'époque avait été importée des États-Unis. Et comme elle n'avait plus fonctionné depuis 30 ans, ce n'est pas en mettant du coca dessus que c'est reparti, quoi. Il y a eu 5 ans de travail des bénévoles. Elles refonctionnent toutes aujourd'hui, absolument toutes. Et à chaque fois qu'on fait nos portes ouvertes ou que des groupes viennent pour visiter sur demande, ça a un succès énorme. On les a évoqués dans un des derniers numéros de patrimoine industriel de la revue de PIWB, des usines et des hommes. Voilà le boulot sur les machines. On avait un coup de main de la part de l'usine à côté, de Trétex, mais ça va changer de directeur. Et pour le moment, on pique notre électricité chez Trétex, avec l'accord du directeur. Mais il va changer, donc il n'est pas exclu qu'on n'ait plus d'électricité. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un investissement public. Voilà comment on avance. C'est vraiment un coup d'occasion. Voilà, c'était les images qu'on voyait. C'est lorsqu'on a terminé la restauration des machines à vapeur, on a médiatisé ça. On a quand même eu 2 ministres sur place, la ministre du patrimoine et Géolé, qui est régional de l'Étape, hein, il est de Herve. Ah tiens, voilà, oui, voilà les trams. Je ne peux pas dire un mot sur les trams. Je ne dirai pas un mot. Nous avons aussi créé un prix du mécénat que nous offrons chaque année. C'est une biesse poulie mise sur un socle en bois. Ça me coûte 11 €. Et c'est la seule fois de l'année où je mets deux vis, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas dans les bénévoles. Mais les gens apprécient. Et depuis 3 ans, on a déjà remis ça chaque fois à des industriels locaux qui ont participé d'une façon ou de l'autre. Le tout premier lauréat, là au-dessus, c'est celui qui a payé le transport d'un des 2 trams dont va parler Patrick. Et oui, qui ne s'occupe pas uniquement d'androchronologie, comme vous voyez. Et là, à droite, on a remis un prix spécial à notre vice-président, celui qui avait sauvé les machines à vapeur. Alors, les trams de la Steve, j'ai dit que je ne pouvais pas en parler, et donc je me tais. Alors, les réserves de la collection Casterman, c'est pour ça qu'on parle de pôle d'archéologie industrielle. Machines textiles, machines à vapeur, trams, mais aussi les réserves de la collection Casterman, et puis encore des pompes. En 2000, ou dans ces eaux-là, à ses débuts, l'Institut du patrimoine, qui était assez audacieux dans ses montages, donc là, à l'époque, il y avait à côté de l'administration un Institut du patrimoine qui était chargé de missions différentes.
Mais certains ont toujours dit, mais non, c'est les mêmes missions, donc il faut fusionner. Et voilà, alors on a fusionné. Une des missions, c'était notamment de tenter de monter des projets de réaffectation ou de sauvetage de bâtiments. Et en l'occurrence, l'imprimerie Casterman à Tournai allait être réaffectée en centre d'archives et en logement. Et il fallait préserver la collection de machines d'imprimerie de M. Casterman. Donc, c'eût été mieux s'il collectionnait des timbres, ça aurait pris moins de place que 140 machines d'imprimerie comme ça, que nous avons fait expertiser à l'époque. C'est une collection plus riche que celle de la Royale. Elle est totalement exceptionnelle. Qu'avons-nous fait à l'époque? On devait valoriser ces machines autant que possible à Tournai. Donc, on a créé une galerie Henri Casterman en mettant les plus belles machines là-bas. Il y en a une vingtaine d'exposés. Ah, c'est moi plus jeune, tiens, là, sur la photo. Et oui, les plus vieux ne doivent plus être de ce monde, peut-être. Alors, et puis les 120 machines qui restaient, on a eu un accord avec le maître pour les mettre dans un dépôt le long d'une autoroute à Senef. On n'a jamais dit où pour ne pas avoir de vol. Voilà ce que ça donnait. Ça, c'est les machines Casterman qui sont arrivées à Verviers. Donc, on a cherché en vain pendant une quinzaine d'années à placer ces machines quelque part pour qu'elles soient valorisées. Il n'y a jamais eu moyen de faire un projet supplémentaire à Tournai, ni ailleurs. Et comme le ministre Prévost était tenu de les évacuer, il avait aussi les travaux publics, donc il devait répondre oui aux fonctionnaires des travaux publics, je lui ai proposé, mais moi, il faudrait qu'on achète un premier étage d'un bâtiment, acheter le rez-de-chaussée, il y aura de la place pour les machines. Donc ça a pris, et c'est comme ça qu'il y a eu l'achat. Alors les machines sont arrivées fin 2019 ou quelque chose comme ça, ou 2018. L'Institut avait conçu un projet d'exposition des machines de la collection Casterman pour les valoriser. Et ce n'était plus l'Institut, elles sont sur place, mais elles sont toutes emballées comme ça. Je veux dire que ça a fait un choc quand le descendant Casterman est venu les voir, la ministre aussi d'ailleurs. Et on nous pose depuis 4 ans, chaque année aux portes ouvertes, « Ah tiens, elle s'est valorisée ainsi ». Je dis, vous écrivez à la région wallonne, nous ne sommes pas propriétaires, mais logiquement, on devrait arriver à un accord, je crois, avec la WAP pour qu'un jour, elle sorte, d'autant plus que nous craignons que cet emballage hermétique les abîme, quoi. Mais nous n'y touchons guère. Enfin, on en avait déballé quand même l'une ou l'autre. Alors, nous avons également sauvé de la casse une dizaine de pompes industrielles à des leaders mondiaux du secteur. C'était les ACE, Ateliers de construction d'Anzival, repris par des Français puis par des Suisses. La production s'est arrêtée en 2022. On a contacté les cadres de l'entreprise et nous avons là une possibilité de valoriser un peu leur savoir-faire. C'est encore un des gros projets à venir. Alors, ces derniers temps, on s'est positionné autour un peu de la pédagogie en faisant réaliser une quinzaine de vidéos où on explique le fonctionnement des machines à vapeur et on explique le fonctionnement des machines textiles. On a créé une chaîne YouTube. Vous pouvez trouver les 7 vidéos relatives aux machines d'imprimerie. Et d'ici fin du mois, on mettra les 8 autres, mais elles doivent encore être sous-titrées. Pas parce que les gars parlent en wallon, mais simplement parce qu'on peut avoir des gens qui n'entendent pas bien. Et il faut reconnaître que le type ici parle assez bas. Donc ça, c'est un des derniers points qu'on a terminé. Alors, je mettais l'avenir. Je crois que ceci, c'est le passé. La région wallonne avait aussi, a toujours d'ailleurs, une collection de moules de cristaux du Val-Saint-Lambert. Cette collection de moules, elle a été reprise au moment des travaux au Val-Saint-Lambert. Ça a été aussi une opération de sauvetage. Elles sont, je crois, toujours entreposées quelque part en banlieue liégeoise dans 4 containers. Le patron de la SOGEPA nous avait contacté en disant « Tiens, Freddy, t'as pas... » Oui, je parle de moi, là. « T'as pas de la place dans ton usine, là, hein ?» Bon, voilà. J'ai dit « Oui, Prévost est d'accord, on va les transférer là. » Et puis alors, nous sommes en Wallonie, et c'est peut-être la même chose partout ailleurs.
obstacle des Liégeois. Non, le patrimoine ne quittera pas le sol sacré de Liège. Elles sont donc toujours quelque part à Liège. Mais on ne sait pas où. Voilà. Alors, je dis qu'il y a quand même des perspectives d'avenir, et c'est peut-être là qu'on va pouvoir commencer une réflexion. C'est que la ville est en train d'acheter tout le reste du site. Tout le reste du site, qui est des années 30, 50, c'est beaucoup plus récent, et c'est en état assez épouvantable, avec l'intention de le valoriser, promotion immobilière pour partie, qui frontier, je n'en sais rien, moi, du logement peut-être. On est le long de la Vesdre, hein, donc en 2021, il y a eu des inondations catastrophiques qui n'ont pas atteint le Solvant, puisque nous sommes un peu plus haut, puisqu'on n'avait pas besoin d'eau au Solvant. Donc, du logement, mais sans doute pas très proche de la Vesdre. Et puis alors, manifestement, il y a un projet de parc, c'est très bien, mais il y a aussi de la part de l'Échevin du patrimoine, maintenant on vote l'an prochain, donc qu'est-ce que ça peut changer. Il y a aussi, il devrait y avoir 6 photos, mais il y a une que je n'ai pas réussi à retrouver, elle est sur un autre dia. L'Échevin souhaite construire un petit ensemble muséal correct, qui pourrait être lui muséal, où on regrouperait les machines dites de Cockerill. 3 sont pour le moment d'un côté de la ville, 3 sont de l'autre côté, et nous venons de demander à Jolet une aide financière pour pouvoir les faire étudier par l'IRPA. On a déjà le devis de l'IRPA, histoire d'avoir une étude similaire à celle que le musée industriel de Gand vient de faire sur ces 2 machines textiles. J'ai vu ça au mois d'avril dernier, c'est remarquable. L'étude va peut-être démontrer que ce n'est pas du tout un ensemble cohérent, mais si c'est un ensemble cohérent construit à peu près au même moment par William Cockerill à 200 mètres du Solvant, c'est quand même quelque chose qui sera marquant. Voilà, je crois que c'est un des grands projets d'avenir. Et pour le reste, Patrick Offimer va prendre le relais. Vous le voyez, là en short, hein, avec un morceau de tram dans la caisse. Et il va peut-être prendre aussi en partie le relais de la présidence du comité scientifique, parce que j'ai décidé, après 21 ans, et considérant que le projet est vraiment définitivement sur les rails, de passer la main, être laissé à la place à d'autres idées aussi. Voilà, merci de votre attention. Ah ben, je l'ai déjà dit, ou écrit en ligne.